J'aime les grands arbres. Ce sont des ancêtres. Si je ne les aimais pas tellement, je ne saurais comment vivre. La joie dans la nature est un don de Dieu qu'on ne peut s'accorder ni acquérir soi-même. Je me méfie d'un homme qui n'aime pas la nature. Quand je dors bien, je rêve de sapinières, d'un vert tendre au printemps, humide de pluie, et je me réveille frais et dispos. On peut flâner ici des heures, le regard perdu dans la verdure, sans pensée, sans ennui. Celui qui écrivit ces lignes ne pouvait pas être insensible et dépourvu d'émotion. Et pourtant, il s'appelait Bismarck. Otto von Bismarck, duc de Lauenbourg et prince de Bismarck, surnommé le chancelier de fer. Et c'est le visage d'un homme brutal, inflexible et sans cœur que l'histoire allait conserver. À son sujet, Prosper Mérimée écrivit en 1865 : « C'est un Allemand très poli, qui n'est point naïf. Il a l'air dépourvu de Gémut, sentimentalité et âme, mais plein d'esprit. » Bismarck était alors depuis 3 ans président du Conseil des ministres de Prusse et il deviendra le constructeur de l'unité allemande et celui qui mit la France à genoux. Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour. Lors de mes recherches sur la guerre de 1870 et la Commune, vers la fin du siècle dernier, je suis tombé, un peu par hasard, sur la correspondance intime du rude et violent chancelier de fer. Et j'étais tout d'abord très surpris, puis séduit et ému en lisant ces lettres écrites notamment à sa fiancée, puis à son épouse, et qui comptent certainement parmi les plus beaux fleurons de la littérature allemande. Je me suis alors intéressé de plus près à la vie de celui que je considérais jusque-là comme un abominable tyran et un monstre assoiffé de sang, précurseur d'un Hitler ou d'un Staline, et dont je n'avais retenu dans les propos que cette affirmation qui fait froid dans le dos: ce n'est pas par des discours et des votes de majorité que les grandes questions de notre époque seront résolues, mais par le fer et le sang. Je me suis penché sur différentes biographies de Bismarck, notamment celle particulièrement passionnante d'Henri Vallotton, et j'ai découvert, peu à peu, derrière le masque, un autre homme, un homme de cœur, tendre, amoureux de la nature et de surcroît francophile. Je vais donc vous livrer aujourd'hui le résultat de mes recherches en 2 époques, dont voici la première qui va de sa naissance, un 1er avril 1815, jusqu'en 1862, et à son accession au poste de président du Conseil, à la demande du roi de Prusse, Guillaume Ier. Otto von Bismarck est né à Schönhausen, domicilié à Knippdorf, en Poméranie. Son père, Ferdinand von Bismarck, était militaire, et sa mère, Wilhelmine Mencken, originaire d'une famille de notables. Son grand-père paternel était disciple de Jean-Jacques Rousseau. Il eut une sœur, Malouina, diminutif Mal, avec qui il eut beaucoup de relations et de correspondances importantes. C'est dans une lettre qu'il lui écrivit qu'on retrouve la phrase fameuse « Lieb doch den Polen »,
Viel sie schone sind. Aimez les Polonais parce qu'ils sont bons et justes. Après avoir reçu, sur l'insistance de sa mère, une instruction secondaire classique, et non par précepteur comme cela se faisait à l'époque, il étudia le droit à Göttingen et Berlin, où il fit preuve de peu d'assiduité. Il n'en sut pas moins se cultiver lui-même. Alexandre de Hohenlohe restait stupéfait devant le nombre de livres qu'il avait lus dans sa jeunesse et les citations qu'il était capable de faire dans la langue originale. En 1836, âgé de 21 ans, il est nommé référendaire à la préfecture d'Aix-la-Chapelle, qui est alors une station balnéaire élégante fréquentée par de nombreux étrangers. Il se lie avec des Anglais qu'il stupéfie en gobant pas moins de 150 huîtres en guise d'entrée, et il connaît diverses aventures féminines. C'est un garçon qui ne laisse pas indifférent. Sa prestance, ses redingotes de couleur, souvent très vives, son intelligence et son esprit font une vive impression. Il est assurément très différent de l'image qu'il laissera pour la postérité 40 ans plus tard, celle d'un patriarche austère, solennel, sérieux, sans la moindre fantaisie, le visage grave, le regard froid et méfiant. Le jeune Bismarck est ouvert, joyeux, excentrique. Il ne craint pas de scandaliser par ses manières et ses attitudes. Il paraît un soir crotté, en tenue de chasse, dans une brillante soirée où les femmes sont en grande toilette et les hommes en frac. Il chasse avec passion le sanglier et le loup. Mais il se révolte contre ceux qui chassent faisans, cailles, perdrix et autres oiseaux, ou lièvres et biches, animaux sans défense, qu'il affectionne particulièrement. Il se livre parfois à des beuveries à en crever, provoque des duels retentissants, savoure de bonnes fortunes qui vont de la châtelaine à la fermière. Mais derrière cette image un tantinet sulfureuse, c'est un garçon sérieux, presque austère, qui dévore des ouvrages d'histoire et de sociologie et lit dans la langue originale les œuvres de Shakespeare, Byron, mais aussi les grands auteurs français. Et il apprécie la langue, l'histoire et la culture française. Et il admire Renan et nos grands poètes, Baudelaire et Mallarmé. De 1836 à 1840, s'il fait de nombreuses rencontres, il ne tombe amoureux que 3 fois. La première fois, c'est avec une certaine Miss Laura Russell, une Anglaise, nièce du duc de Cleveland, avec laquelle il aurait contracté des fiançailles secrètes autant qu'éphémères. Puis, ce fut avec une dame plus âgée que lui, mais dont il se lasse très vite. Et enfin, survint l'irrésistible Miss Isabelle Lorraine, encore une Anglaise, mais d'origine française, fille d'un révérend, blonde comme la moisson de Kniephof, rose comme les pommes roseaux de Schweinhausen, ces 2 lieux étant les domaines de la famille Bismarck. Et pour la première fois, cette fois, pour la première fois, c'est le grand amour. Plontant les procès-verbaux, exposés des motifs et décrets administratifs, monsieur le référendaire suit l'adoré à Wiesbaden, puis en Suisse.
Et le mariage est bientôt fixé, au mois de mars 1838, lorsque Bismarck, dépité, écrit à son frère. Après l'avoir détenu pendant 2 mois, mon butin m'a été arraché par un colonel manchot doté de 50 années, de 4 chevaux et de 15 000 thalers de revenus. C'est ainsi que je suis rentré en Poméranie, la bourse plate et le cœur gros. C'est le premier chagrin d'amour du jeune Otto qui ne s'en remettra que difficilement. Il ne trouve pas d'ailleurs de dérivatif dans son travail et finit par renoncer à la carrière administrative qui décidément ne lui convient pas du tout. Il s'installe d'abord à Dniepov, puis, après la mort de son père, en 1845, à Schwenhausen. Il découvre alors avec stupéfaction les dettes qui grèvent les domaines et travaille dur pour les éponger. Il occupera le poste d'intendant des digues, où il fera preuve d'un rare engagement. Mais l'image qu'il s'est forgée, un peu malgré lui, d'excentrique et de tombeur de jupons, le poursuit et commence à le desservir. Dans la bonne société, on le prend difficilement au sérieux. On lui prête 1000 aventures amoureuses, imaginaires, et on l'appelle même Der Toll Bismarck, Bismarck le folle. On comprend donc que les parents voient en général d'un très mauvais œil leur fille filtrée avec ce fonctionnaire en rupture de ban, ce provocateur, buveur et jouisseur, et qu'ils s'efforcent de l'éloigner aussitôt. Cependant, la solitude pèse à ce jeune célibataire plein d'énergie et de sang chaud, car les nuits d'hiver, notamment, sont longues à Schwenhausen, malgré la riche bibliothèque, le feu dans la cheminée, le chat qui ronronne sur ses genoux, et les mélanges savants de champagne avec du porto ou de la bière brune anglaise. Le diable m'emporte, écrit-il à Malouina. Il faut que je me marie. Cela devient évident, car depuis la mort de notre père, je me sens seul et abandonné. Le climat doux et humide me rend mélancolique, langoureux, amoureux. J'éprouve un penchant de Polonais pour l'épouse infidèle de mon charron. C'est alors qu'il rencontre, un peu par hasard, le vieux baron Adolphe de Taden-Trieglaff, chef d'une secte piétiste ennemie de l'Église libérale et qui groupe les hobereaux de Poméranie avec leurs gens. Celui-ci est accompagné de sa fille Marie. La jeune fille fait assaut d'amabilité auprès d'Otto, qui néanmoins reste de marbre. Sans doute n'envisage-t-il pas une seconde de rentrer dans cette secte et dans ce cercle rigoriste, étroit d'idées, confit en prière, qui s'occupe beaucoup de Dieu et trop des voisins, proscrit le tabac et interdit la danse, même si Marie est une jeune fille charmante. Ses manières distinguées, écrit celle-ci en parlant de Bismarck, son maintien physique et moral brillant m'attirent beaucoup. Et, cependant, avec lui, j'ai l'impression d'être sur la glace qui pourrait se rompre à chaque instant. Marie tombe amoureuse d'Otto, mais ses efforts pour le ramener à Dieu ne feront que l'éloigner davantage, même s'il a une certaine affection pour elle. Il ne se départ pas de sa réserve et la traite comme une sœur.
Par ailleurs, en plus des problèmes pour lui, en plus des problèmes que pose pour lui sa famille et ses idées, il ne pourrait envisager de trahir un excellent ami, en l'occurrence Maurice de Blankenbourg, qui était fiancé officiellement à Marie. Il écrira plus tard: c'est le premier cœur qui est battu vraiment pour moi. Mais il ne se convertira pas et assistera finalement, le 4 octobre 1844, au mariage de Blankenbourg avec Marie. C'est au cours de ce mariage qu'il rencontrera enfin l'élu de son cœur, Johanna, la meilleure amie de Marie, Johanna von Puttkamer, fille unique d'un propriétaire des environs. Elle a tout juste 20 ans. Elle est mince, de teint mat, de grands yeux bleus, une abondante chevelure noire divisée par une raie médiane qui la ferait prendre pour une Italienne. Elle n'est pas très belle, mais elle est intelligente, spirituelle, spontanée, simple et droite. Bismarck est conquis par la fraîcheur et la candeur de cette jeune provinciale, cette belle fleur piquante que l'haleine du poison n'a jamais effleurée. Son cœur bat à se rompre, sa gorge se noue, et lui, d'ordinaire si disert, bafouille lamentablement lorsqu'il s'enhardit à lui formuler un compliment. Bref, tous les symptômes ressentis au moins une fois dans leur vie par tous ceux qui ont été véritablement amoureux. Il n'avait jamais éprouvé cela auparavant, même avec Marie Tadène, la femme qu'il avait certainement le plus aimée jusque-là. Il doit faire des efforts surhumains pour retrouver tous ses sens et ne pas sembler trop idiot devant elle. Il invitera plusieurs fois à danser, mais ne parviendra qu'à lui débuter quelques banalités, tant son émotion est grande, lorsque l'orchestre lança inopinément la valse de Johann Strauss, le beau Danube bleu. Il aura alors l'impression d'atteindre le nirvana en la serrant dans ses bras. Le lendemain, dans son bureau de l'austère maison de Schwenhausen, sous l'imposant portrait de son grand-père, il tente d'analyser froidement ses sentiments et de reprendre ses esprits. C'est que Cupidon a frappé fort avec sa flèche malicieuse. Il a même frappé très fort. C'est donc cela, l'amour, le véritable amour, le grand amour, celui qui vous fait perdre tous vos moyens la première fois qu'on le rencontre, puis qui vous donne des ailes et décuple vos possibilités, vos talents. Effectivement, les jours suivants, Bismarck se sent pousser des ailes et, ignorant les domestiques médusés, virevolte, comme ses amis les oiseaux, dans le parc immense de Schönhausen. Lui, si sûr de lui, si conquérant, si inflexible, ne se reconnaît pas lui-même. Il n'a plus qu'une idée en tête: revoir Johanna le plus vite possible et déclarer sa flamme. Il doit absolument parvenir à ses fins et l'épouser au plus tôt. Il en va de sa vie. Mais Bismarck n'est plus un jeune chien fou. En 3 ans, il a acquis une grande maturité. Il est devenu plus raisonnable, plus réfléchi. Il va prendre son temps, lui faire la cour, d'abord très discrètement, puis de façon de plus en plus assidue.
Il va se faire aimer d'elle, car il sait que l'amour réciproque et d'intensité similaire est absolument nécessaire dans une vie de couple longue et harmonieuse. Ah, il est déterminé et sait qu'il parviendra au but, et tous les moyens pour l'atteindre sont bons. C'est la même détermination, la même certitude, la même démarche que l'on retrouvera dans quelques années dans ce qui sera l'œuvre de sa vie, l'unification allemande. Au cours d'un voyage dans le Harz avec la famille Puttkamer, il s'entretient longuement avec elle, s'efforçant de ne pas l'effaroucher. Le soir, lorsqu'elle se met au piano et joue de Beethoven, un musicien qu'il aime tant, il a de la peine à maîtriser son émotion. En décembre 1846, quand il s'emprête et bien mûr, comme un fruit prêt à tomber de l'arbre, il lui ouvre son cœur, et sa déclaration pleine d'émotion la trouble infiniment, venant d'Othon le Grand, comme elle l'appelle. Mais en jeune fille bien élevée, elle l'engage à parler à son père. Ah, le problème, c'est que la réputation plutôt négative qui continue à le précéder dans la bonne société ne parle pas en sa faveur, et que le redoutable monsieur de Puttkamer le considère comme un affreux mécréant, sinon comme le diable en personne. Alors, Othon le Grand préfère se livrer à lui par la plume. Il lui écrit une longue lettre, confession, profession de foi, demande en mariage, et par surcroît, chef-d'œuvre diplomatique. Sa franchise est totale. Il reconnaît ses erreurs de jeunesse, stigmatise ses fautes, confie les troubles de son âme, avoue ses angoisses de chrétien, mais il affirme posséder aussi le besoin et la faculté de prier. N'est-ce pas là l'essentiel pour ce père si ardemment piétiste? Finalement, il demande la main de Johanna. L'honorable M. von Puttmacher se demande s'il ne s'est pas trompé sur son compte, s'il n'a pas trop prêté l'oreille à des calomnies, et si M. le lieutenant baron von Bismarck-Schaubenhausen est vraiment l'horrible athée qu'on l'on prétend. Sa lettre mérite en tout cas réflexion. Mais le lieutenant amoureux va alors tenter le tout pour le tout, pour arriver à ses fins et remporter la bataille. Il bondit chez les Puttmacher, serre Johanna dans ses bras et lui donne un long baiser en présence de toute la famille stupéfaite. Après cette action d'éclat, que pouvait faire M. von Puttmacher, sinon évoquer la bénédiction divine sur les fiancés? À sa chère petite sœur, le grand Othon décrit le dépit des vieilles dames et l'étonnement sans mesure des Philistins. Ceux qui ne sont pas tombés immédiatement à la renverse gisent encore en tas sur le dos. Otto et Johanna savourent leur bonheur. Le mariage sera célébré le 28 juillet 1847 dans la vieille église d'Alkoglikov, près de Rheinfeld, avec la pompe qu'exigeaient les quartiers de noblesse cumulés des deux familles. Abondantes furent les prières, vibrants les chants et les morceaux de fanfare, nombreux les tonneaux de bière que vidèrent les paysans pour assurer le bonheur de leur maître. Triomphant, Otto de Bismarck
ramena Johanna à Schönhausen. Je disais au début que j'avais été extrêmement surpris en lisant les lettres innombrables et merveilleuses que Bismarck écrivit à Johanna et qui comptent parmi les plus éclatantes de la littérature allemande. En plus de l'amour et de la poésie qui les habitent, elles témoignent de l'esprit européen de son auteur. Pour rappeler Johanna, Bismarck fait appel à toutes les langues de la vieille Europe. Elle est Jeanne la Noire, Jeanne la Méchante, Juanita, Angelia Nia, Juanina, Better Half of Myself, mon petit chat malade. Il a même recours à la langue hongroise, Zara Koto Mila Dusko. Timide, effarouchée, la chatte la plus noire est très troublée par la lecture de ces messages enflammés, lyriques et réalistes, merveilleux, mais aussi parfois inquiétants. Othon le Grand lui donnera-t-il l'existence paisible qu'elle souhaite, à la campagne, parmi les êtres, et dans le cadre familier qui lui sont chers? Elle en doute de plus en plus. Quelquefois même, son ton l'effraie. Ne me parle pas ainsi ironiquement, supplie-t-elle. Un simple heurt suffit à provoquer mes larmes, et ce n'est pas ce que tu attends de moi. Oh, pardonne-moi, toi, l'unique. Il lui répond avec tendresse. Ton chemin te mènera parfois à gauche, le mien à droite, mais nous nous retrouverons derrière la colline. Soit. Mais Jeanne la sage a le juste pressentiment que la colline sera escarpée et les sentiers rocailleux. En 1849, Bismarck est élu au Parlement prussien. Après avoir siégé 4 ans à la Chambre, il entre dans la carrière diplomatique. Son formidable destin se dessine. Le voici ministre de Prusse à la Diète de Francfort. Il se persuade alors peu à peu qu'une nation allemande unifiée derrière la Prusse est un objectif important. Dans son esprit, il s'agit de la réalisation de la vision d'une Klein Deutschland, petite Allemagne, à majorité protestante, dominée par la Prusse, par opposition à l'idée de Großdeutschland, à majorité catholique, avec l'Autriche, qui, si elle était présente, deviendrait la puissance dominatrice. Il s'oppose donc à la politique étrangère prussienne alors exécutée par le ministre Radowitsch. Il est ensuite nommé ambassadeur à Francfort et chargé de rétablir les bonnes relations avec l'Autriche. Mais c'est impossible, et Bismarck s'applique alors à réduire l'influence de cet empire. Il sait qu'il n'y a pas de place en Allemagne pour 2 grandes puissances, et il continue à soutenir la solution Petite Allemagne. Il sera ensuite ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Les années passent, l'amour qui lie Jeanne et Otto ne faiblit pas, il reste aussi fort que le premier jour. Johanna et Otto ont eu 3 enfants, Marie, Herbert et Guillaume, dit Bill. Otto se révèle être un père aimant et sensible, même s'il élève ses enfants avec sévérité et ne leur permet pas le moindre écart. En mai 1862, il est nommé à Paris et il présente ses lettres de créance à l'empereur. Il a laissé sa famille en Poméranie
ses meubles à Saint-Pétersbourg, ses voitures à Stettin et son esprit à Berlin, car elle compte fermement être appelée à la direction des affaires étrangères, sinon à la présidence du Conseil. En attendant, il se réjouit d'être en France, un pays dont il apprécie depuis toujours la culture et l'histoire, et il entend bien profiter de cette opportunité pour parfaire sa connaissance de notre pays. Dans ce but, il sollicite un congé de 6 semaines et s'installe à Biarritz au mois d'août, à l'hôtel de l'Europe. Biarritz, sur la côte landaise, ce n'était qu'un minuscule port au début du XIXe siècle, jusqu'au jour où les Français découvrirent le pittoresque de la mer et commencèrent à fréquenter ses plages bucoliques. Avec la mode des bains de mer, la vieille cité se modernisa. Des constructions nouvelles s'élevèrent, des hôtels furent aménagés pour recevoir des étrangers. Biarritz devient joyeux et coquet. Mais c'est l'impératrice Eugénie qui, en tombant amoureuse de Biarritz et en s'installant en juillet 1851 avec son époux au château de Gramont, qui appartenait à Jules Labat, alors député des Basses-Pyrénées et maire de Bayonne, rendit le petit port célèbre du fait de sa présence et de celle de l'impératrice et de celle de l'empereur. Alors Napoléon III, pour faire plaisir à son épouse, à qui il ne pouvait rien refuser, édifia une villa. Une villa qui, selon l'expression d'Octave Aubry, tient à la fois de la gare et de l'établissement thermal. La villa Eugénie, qui deviendra l'hôtel du Palais, dont l'histoire sera inséparable de celle de Biarritz. Le 24 juillet 1855, l'empereur et l'impératrice s'installèrent dans leur villa où, d'une façon régulière jusqu'en 1868, sauf en 1860 et en 1864, la cour viendra prendre ses vacances. La petite ville devient alors l'une des plages de France les plus fréquentées, où toutes les élégantes de Paris voulurent être vues. L'empereur invita à de courtes villégiatures princes et rois, et reçut ainsi dans sa villa le prince Adalbert de Bavière et l'infante Amélie, le roi du Rothenberg, le roi des Belges, le roi et la reine du Portugal et les ambassadeurs de tous les pays. Biarritz était désormais la reine des plages et la plage des rois. La douceur du climat de Biarritz était particulièrement appréciée par l'aristocratie russe. Comme ils aimaient les Pyrénées, les sujets du tsar affectionnaient Biarritz, où la clémence du ciel leur permettait de séjourner en toute saison. Ils aimaient cette existence nonchalante et luxueuse décrite par la princesse Bibesco dans son roman Le Perroquet vert. Cette année-là, Nicolas Orlov, ministre de Russie à Bruxelles, passait l'été à Biarritz. Le valeureux soldat, qui avait reçu 27 blessures et perdu un œil et l'usage d'un bras, avait épousé en 1858 la princesse Catherine, fille unique du prince Nicolas Troubetchkoï. Les jeunes époux étaient profondément unis et savouraient le climat et les charmes de la cité balnéaire française. Bismarck fut très heureux de retrouver le prince qu'il avait connu à Francfort et à Saint-Pétersbourg. Celui-ci lui présenta la princesse et Bismarck dîna avec le couple. Il sympathisa aussitôt avec Catherine, Cathy, au point qu'ils devinrent inséparables. C'est la plus ravissante de toutes les femmes, écrit-il à Johanna. Une seconde Marie Tadène, mais originale, gaie, sage, aimable, gracieuse et jeune.
Il s'enivre de lumière. Il est ciel, soleil, mer, bonheur. Il suit avec ravissement le vol des mouettes rieuses. Il nage, c'est un excellent nageur. Il monte à cheval, c'est un cavalier hors pair. Il écoute en frémissant la divine princesse jouer pendant des heures du Beethoven et du Chopin. C'est un grand mélomane. Soudain, il a l'impression de revenir 20 ans en arrière. Il retrouve son cœur de 20 ans. Et il est amoureux. Il ne cache rien à sa femme. Après chaque bain, je me sens rajeuni d'une année. Je grimpe dans les rochers, je m'assieds à un endroit retiré où un récif surgit dans une des coupures de la côte, et je contemple l'écume qui joue autour de moi parmi les brisants. Dans une autre lettre, il revient sur ses baignades enchanteresses. Les baigneuses, écrit-il, sont surtout des Espagnols, charmantes enfants du maquis, mal élevées, mais ayant un vif penchant pour la parure et les colifichets. Elles se parent du matin au soir de vêtements recherchés et de crinolines, de chapeaux basques de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, de linge blanc avec des ornements rouges, violets, noirs et lilas. Elles jouent de la prunelle et de l'éventail avec des voix graves dans des corps souples de toréadors. Mais il faut bien reconnaître que c'est surtout la robe bleue et jaune de la princesse Orloff que notre diplomate en vacances suit passionnément. Élevée en France, la ravissante Catherine compte 21 printemps. Avec ses 47 automnes, M. de Bismarck pourrait donc être son père. Mais l'intelligence, la gaieté, l'esprit du pénipeau, le plénipeau, comme elle l'appelle familièrement l'ami, éblouissent la jeune femme. Bismarck lui raconte ses causeries avec Napoléon, pour lequel il a le plus grand respect. Eugénie, qui respire l'humour et l'esprit français. Le tsar. Des anecdotes sur la société de Saint-Pétersbourg. Catherine est surprise par son attachement à tous les pays de la vieille Europe. Bismarck est un Européen convaincu qui croit en l'avenir d'une Europe unie et réconciliée. Et puis, comme deux enfants insouciants, ils escaladent les rochers, chevauchent sur la plage au clair de lune, ou fuient vers la grotte du phare et l'écueil des mouettes, la grotte de Cathy, que l'on chercherait en vain sur les cartes, d'où l'on voit sans être vu. Chère Cathy, délicieuse nièce adoptive, adorable principessa. Elle se moque gentiment de son accent quand il appelle « Méchante enfant !» Avec une audacieuse naïveté, l'amoureux écrit à son épouse « Ce serait folie d'interrompre ma saison. À ma honte, j'ai oublié l'anniversaire de notre mariage. Tu sais que je ne suis pas très fort pour les dates. J'ai oublié la politique. Je ne lis plus les journaux. J'ai l'impression qu'il ne me manque que les ailes pour voler. » Comment ne pas penser au jeune Otto se sentant pousser des ailes après sa première rencontre avec Johanna? « Mais non, Excellence, vous n'avez pas besoin d'ailes, que diable! Vous volez dans le ciel bleu, très haut, et dans un ciel très pur. » Car, qui verrait dans cette histoire la moindre laideur, serait loin, très loin de la réalité, et n'aurait rien compris. En effet, d'un tacite accord, Otto et Cathy
ont imposé des limites à leurs sentiments. Elle sera toujours la nièce, il sera toujours l'oncle. Ils ne cachent rien de leur affection réciproque. Johanna, comme Nicolas Orloff, n'ignore rien de cette affection, de cet amour. Oui, n'ayons pas peur des mots, ils se sont aimés. Il a même flambé pour elle, mais ils ne seront pas des amants. À la fin du mois d'août, il décide d'être parrain et marraine de l'enfant des époux Lafleur. Lui est gardien du phare, elle tenancière d'un humble bistrot. Ce geste touchant les rapproche encore et met plus de poésie et de tendresse entre les deux alliés. Parrain, marraine, c'est un peu comme s'ils étaient mari et femme. Ils ne peuvent s'empêcher de rire et de pleurer à la fois. Le prince Orloff sourit doucement à leur jeu. Il a dans sa femme la même confiance que Johanna a en son mari, et cette confiance ne sera jamais déçue. Hélas, les plus belles vacances ont une fin. Il faut quitter Biarritz. Les trois amis partent pour Pau, Lourdes, Toulouse, Montpellier. Que la France est belle! Enfin, les voici en Avignon, où l'on doit se séparer. Mais Bismarck, homme de feu et de sang, emporte un trésor précieux entre tout. Une aiguille, une petite fleur jaune, un brin de mousse, un médaillon d'onyx, une branche d'olivier, l'arbre de la Provence, qu'elle lui a donné sur la terrasse du château des Papes au moment de se dire adieu ou au revoir. Le destin va les séparer. Un destin exceptionnel pour Bismarck. Les événements se précipitent. À Berlin, le roi de Prusse, Guillaume Ier, est un homme ambitieux pour son pays. Dès son avènement, il se fixe pour objectif de restaurer la puissance militaire de la Prusse. C'est un souverain qui ne passait pas inaperçu. Il avait une taille imposante, un visage d'une majesté affable. Ses énormes moustaches et ses favoris blancs lui donnaient l'apparence d'un monarque de conte de fées. Lorsqu'il accède au trône, il a déjà plus de 60 ans. On l'eût jugé débonnaire, si parfois ses yeux d'un gris bleu n'eussent été traversés d'éclairs fauves. Il avait inauguré son règne sous le régime constitutionnel, mais il se heurta aussitôt aux députés du Landtag, le parlement prussien. C'est alors que Rhône, le ministre de la guerre, lui conseille de faire appel à Bismarck, toujours ambassadeur à Paris. Guillaume Ier rappelle donc Bismarck et lui explique nettement l'état des choses. Je ne peux pas gouverner si je suis empêché de le faire comme je veux, comme je peux répondre devant Dieu, devant ma conscience, devant mes sujets. Or, je ne le puis pas si je dois me soumettre à la volonté de la majorité actuelle du Landtag. Et je ne trouve plus de ministre disposé à me soutenir contre elle. Aussi me suis-je décidé à abdiquer. Bismarck lui répond: Votre Majesté a tort de se croire abandonnée. Dans tous les cas, elle ne l'est pas pour moi. Depuis le mois de mai, je suis prêt à entrer au ministère. Êtes-vous prêt à soutenir, comme ministre, la réorganisation de l'armée? Lui demande alors Guillaume. Oui, absolument. Êtes-vous prêt à la soutenir contre la majorité du Landtag? Oui, évidemment.
Alors, mon devoir est de tenter avec vous la continuation de la lutte. Je n'abdique plus. Et c'est ainsi que ce format, ce couple fantastique galopant vers l'enfer, pour reprendre l'expression de leurs détracteurs libéraux et socialistes, et que nous retrouverons dans la seconde époque, intitulée Le Visionnaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à très bientôt.